Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Tatiana aborde le deuil périnatal et plus spécifiquement l'interruption médicale de grossesse. Elle se livre sur les étapes qu'elle a traversées durant ce parcours, sur cet accouchement particulier et sur ce cheminement vers la résilience. Comment on se relève après? Comment les proches peuvent accompagner des parents endeuillés? Je vous laisse découvrir la puissance de cette femme qui force l'admiration. Bonne écoute! Cet épisode sera sûrement très difficile à écouter parce qu'il aborde cette partie de la naissance dont personne ne veut parler, la perte d'un bébé. Je vous recommande de l'écouter dans les meilleures conditions possibles et si cet épisode fait écho à une situation et que vous ne vous sentez pas prêt, attendez de l'être avant de l'écouter. Bonjour Tatiana. Bonjour Mélissa. Tout d'abord, je te remercie d'avoir proposé ta participation dans Bicafam. Merci infiniment pour ça. Je sais que ton témoignage aidera sûrement d'autres femmes, donc merci infiniment. Merci à toi. Alors, on va commencer déjà par une présentation. Est-ce que tu pourrais te présenter comme tu le souhaites, s'il te plaît? Je m'appelle Beuz Tatiana, j'ai 40 ans. Sur Instagram, je suis connue sous le nom de Tia Diamond. Je suis professionnelle de santé paramédicale depuis l'âge de 20 ans. Maman d'un premier enfant de 8 ans. Et je me considère aussi maman d'un deuxième enfant qui est décédé en février 2023, petit garçon Mathéo. Voilà, ma vie est constituée d'une atmosphère de spiritualité incarnée et énergétique. Je fais pas mal de formations pour pouvoir conscientiser avec la population. C'est à peu près tout ce que je peux dire comme présentation, c'est déjà pas mal. Alors justement, on va revenir au tout début. Est-ce que tu as toujours désiré être maman? Est-ce que tu as toujours eu ce désir d'enfant? Est-ce qu'on peut parler librement? Bien sûr, on est là pour ça. Alors en fait, mon enfance a été constituée à la base d'une résilience suite à un traumatisme sexuel quand j'étais bébé. Donc dans mon développement de schéma de pensée en devenant adulte, ça a été très difficile pour moi d'aborder, de conscientiser la maternité. C'était pas évident par rapport au trauma et à l'événement traumatique, même si bien sûr je n'ai pas de souvenir, mais bon, ça m'a été relaté de façon assez violente par plusieurs personnes, donc voilà, il y a quand même du vécu. C'était difficile pour moi et aussi par rapport à ma carrière professionnelle de me visualiser et de me projeter dans une maternité. Donc je l'ai fait par la suite parce que j'ai fait un profond travail intérieur qui m'a permis de me dépasser dans ma condition de victime. Mais c'est vrai que de façon initiale, je faisais partie des personnes qui le traumatisme prenait le dessus et vous avez une peur réelle de devenir mère, tout simplement parce qu'il y a la notion de vulnérabilité. Et du coup, alors, dans quel contexte, comment tu apprends ta première grossesse et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là aussi? Alors, ma première grossesse, en fait, elle s'est mise en place à la suite du décès de ma grand-mère d'origine paternelle, c'est-à-dire que 13 jours après son décès, j'ai effectué une demande parce que j'ai une certaine spiritualité où je m'adresse
avec une certaine aisance en fait, en fonction de mes besoins dans ma connexion spirituelle. Et j'ai présenté ma situation et 13 jours après, j'étais en situation de grossesse sans le savoir. Voilà, donc en fait, je ne l'ai pas su tout de suite, je l'ai su un mois et demi après parce qu'il y a eu des vomissements et tout ça, mais voilà. En tout cas, je l'ai accueilli avec bienveillance et amour parce que j'estimais que j'avais mis une demande en place par rapport à la détresse du décès, puisque je ne savais pas ce qu'était un décès au niveau de mon cercle familial. D'accord. Et du coup, alors, comment s'est passée cette première grossesse? Alors, cette première grossesse, en fait, par rapport à ma situation de professionnelle de santé, donc il y a des gestes de manutention, il y a quand même un caractère professionnel anxiogène parce que vous avez quand même une carrière qui est entre guillemets dite pénible pour une femme enceinte, avec des horaires atypiques, un statut professionnel à préserver, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc tout ce qui est menace d'accouchement prématuré, un congé pathologique à mettre en place relativement vers 5 mois pour pouvoir se préserver, puisque les professionnels de santé, nous sommes connus pour avoir des grossesses entre guillemets avec un profil à risque. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé parce que j'ai pu, grâce à des demandes motivées, m'entourer de professionnels efficients et compétents qui ont pu harmoniser la sphère autour de moi. Mais c'est vrai que j'étais anxieuse et très stressée, donc j'avais pas mal de contractions, mais ça s'est bien passé. Moi, je dis que c'est une grossesse qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. Et du coup, alors, ton accouchement, comment il s'est passé? Premier accouchement, un peu apeuré. Un peu apeuré par tout ce qui est contraction, c'est de l'inconnu, même si vous avez une préparation à la naissance. J'ai eu l'opportunité de vivre mon premier accouchement avec ma mère, même s'il n'y a pas forcément de dialogue ou de relation entre guillemets où on s'exprime avec bienveillance, puisqu'elle fait partie de la génération où c'était un petit peu laborieux pour exprimer ses émotions et ses sentiments. Donc j'ai vécu les choses avec elle dans le silence. Voilà, j'ai pu me connecter en visio avec ma sœur qui est en métropole, mes proches m'ont appelé, tout ça. Et dans l'ensemble, pareil, ça s'est bien déroulé. J'ai eu quand même une révision utérine. Tu étais à vif ou tu avais la péri? Ah oui, alors j'avais la péridurale tout simplement parce que c'était pas possible pour moi de supporter les contractions. Je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. Et j'ai eu surtout un masque avec un gaz pour me permettre de me relaxer. D'accord. Mais c'était pour me permettre de me relaxer. Donc en fait, c'est surtout le masque qui m'a aidé à pouvoir me distancier et pouvoir accoucher en sérénité et sans trop de douleur. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton postpartum, le retour à la maison avec ta fille? Est-ce que tu as ressenti ce bouleversement-là des premiers pas dans la maternité? Est-ce que tu étais soutenue, entourée? Alors, pour le postpartum, j'étais toute seule. Alors, c'est pas que je n'étais pas soutenue ni entourée, mais je n'avais que très peu de personnes ressources. Ça m'a demandé beaucoup de détermination, beaucoup de courage, beaucoup de motivation, parce que c'est très difficile d'avoir une maternité où, entre guillemets, vous êtes seule. Et par la suite, bien sûr, 2 mois et demi après, j'ai repris le chemin du travail. Donc, au fur et à mesure, je suis passée par une assistante maternelle, et puis j'ai commencé à avoir beaucoup plus confiance en moi. Et à partir de là, j'ai pu avoir des personnes un peu plus impliquées dans ma sphère familiale, comme mon père, qui m'a un petit peu secondée par rapport à mon enfant. Voilà. D'accord, donc globalement, ça n'a pas été simple pour toi, mais Non. tu as réussi progressivement à trouver ton équilibre finalement avec ta fille. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Et bien sûr avec un allaitement, mais que Oui. je ne pouvais pas perdurer trop longtemps par rapport aux conditions de travail. Donc il y a aussi ça, la mise en place du biberon et voilà. Donc en quelque part, vous vous sentez un peu frustré et bridé dans votre maternité que vous souhaitez
bienveillante en tout point, mais les conditions réelles ne le permettent pas forcément. C'est ça, c'est-à-dire que tu as ressenti comme un écart entre tes souhaits, entre ce que tu aurais souhaité de ta Oui, maternité et ce qui était possible finalement par rapport à la réalité, par rapport à ta reprise du oui, boulot, par rapport à tout ça. oui. La seule chose où j'ai pu, entre guillemets, m'exprimer librement, si on peut dire, c'est que j'ai eu des horaires, donc j'ai pu avoir accès à un service où j'ai pu avoir des horaires, entre guillemets, où je terminais à 20 heures et je travaillais pas le week-end pour pouvoir mieux m'occuper de mon enfant. Et du coup, à quel moment tu as ce désir de deuxième enfant? Alors en fait, le désir de deuxième enfant, je l'ai eu il y a peut-être 2 ans et demi à peu près, voilà. Mais pour être honnête, je n'avais pas connaissance de ma deuxième grossesse. Parce que comme Mhm. effectivement j'ai des séquelles par rapport au Covid, donc du coup les symptômes de grossesse sont passés en latence, je À ne la les ai pas trappe. identifiés. Voilà. À partir de quel moment tu as repéré du coup que tu étais enceinte? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tout mon déménagement et pendant 1 mois et demi après, donc je dors le soir et je constate que j'ai souvent mal au niveau de l'estomac à gauche ou à droite, quelle que soit la position. Donc la particularité, c'est que moi, je suis restée en contact avec mon ancienne sage-femme. Je la contacte et je me rends à son cabinet, on fait un peu le point et elle me prescrit une échographie pelvienne. Voilà, donc pour voir s'il n'y a pas quelque chose, une masse ou autre chose. Bon, il y a un contexte de grève aussi par rapport au labo à ce moment en Martinique. Donc quand je me déplace pour faire un bêta-HCG, donc une prise de sang pour situer votre grossesse, Détectée. Mhm. voilà, détecter. Donc du coup les labos sont fermés. Donc je me rapproche le plus rapidement possible des cabinets qui font des échographies et je suis prise en charge assez rapidement au bout d'une semaine par une clinique privée. Donc je m'y rends et lors de l'échographie, dès que j'arrive, je dis avec bienveillance que je ne suis au courant de rien, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai mal tel endroit. Peut-être que c'est un fibrome. Et donc la sage-femme échographiste assez rapidement. Bon, l'écran, il était assez grand et large, donc c'est sûr que j'ai compris assez rapidement que c'était un bébé. Mhm. Et donc la sage-femme m'exprime, oui, oui, c'est un très beau fibrome de 3 mois et demi, et elle m'explique que je suis enceinte d'un beau bébé. 3 mois et demi, Voilà, oui, d'accord. voilà, Ah oui. oui, oui. Et du coup, alors à ce moment-là, comment tu accueilles cette nouvelle? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Eh ben, je me sens très bien parce que c'est vrai que quand on a l'opportunité d'avoir de belles formations, c'est édifiant quand vous voyez le fœtus, voilà, à l'image, hein, on va dire l'imagerie médicale, donc vous conscientisez en même temps. Et quand le professionnel vous conforte en vous disant bon voilà, donc vous êtes déjà dans entre guillemets, quand vous avez bien sûr une spiritualité harmonieuse au niveau de votre système de vie, vous êtes déjà dans une bienveillance par rapport à la grossesse. Mhm, Et mhm. puis entre guillemets, je demande bien sûr à ce qu'on ne me relate pas trop rapidement le sexe du bébé pour rester quand même dans la surprise, mais je me sens bien. Mhm. Comment, par la suite, comment ça se déroule cette grossesse? Alors, le même jour de cette échographie, je me retrouve parachutée à devoir faire le test de trisomie parce que je suis déjà en retard pour, je pense que toutes les personnes qui sont passées par la maternité comprendront, même celles qui sont formées et qui ne sont pas encore maman. En fait, j'étais complètement hors délai. Donc, je dois Mhm, courir en face pour aller faire cet examen. On me reçoit pareil avec bienveillance parce que j'explique le contexte, la difficulté par la suite, c'est qu'il faut reprendre contact avec le papa pour l'informer. Voilà, moi j'ai fait le choix aussi de lui présenter les documents pour qu'il puisse bien voir que je n'étais pas au courant, puisque c'est bien marqué deuxième trimestre en dessous, voilà. Et ça commence à cheminer et à installer en moi beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, parce que je me demande qu'est-ce que je vais faire, parce qu'il y a la carrière, je viens de déménager, je suis dans des étages, j'ai des projets professionnels, j'ai des projets de formation, donc en fait, je panique. Je mhm, panique. Et la situation avec le père à la base n'était pas bienveillante. Donc mhm. je commence à beaucoup paniquer
Et en même temps, par rapport à mes proches, je décide pour l'instant de ne pas parler de ma grossesse, d'attendre pour savoir est-ce que le bébé se porte bien et est-ce que tout va bien avant de leur donner une nouvelle de grossesse et tout ça. Donc moi je dirais beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. Voilà. Et du coup, alors, par la suite, donc tu réalises les différents tests de dépistage. Alors, je réalise les différents tests de dépistage. Donc, pour le premier, entre guillemets, ça peut aller, mais il y a quand même une notion. Donc, il y a déjà le délai puisque nous sommes dans les dom-toms et ces analyses, elles partent sur l'Hexagone. Donc, après ce délai, donc il y a quand même une notion d'analyse entre guillemets défavorable. Donc il faut refaire encore des analyses. Je me situe dans ma 40e année, donc je commence à être un peu agacée parce que je me dis bon, voilà, je comprends pas ce qui se passe. Entre guillemets, mon univers il commence à s'écrouler parce que j'ai des symptômes que je ne peux pas gérer. Tout ce que je fais, y compris marcher ou autre, j'ai mal. Même conduire au niveau des positions et tout ça, ça commence à devenir très 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 compliqué. Et en même temps, je suis face à des professionnels de santé qui ont en face d'eux une professionnelle de santé qui est quand même bien formée, mais qui dans cette dimension panique parce qu'elles ne savent pas comment aborder le sujet ni la discussion avec moi, puisqu'il n'y a pas encore vraiment de notion voilà édifiante d'une pathologie grave. Donc voilà, je me suis retrouvée dans une atmosphère un peu silencieuse que j'ai eu du mal par contre à accepter. Il n'y avait pas de mots qui étaient posés, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Oui, je le sentais. Je le sentais, oui, je peux pas expliquer comment, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que ce n'était pas normal d'avoir des douleurs aussi vives et au moindre geste. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça s'est déroulé par la suite pour toi? Alors par la suite, le deuxième résultat arrive en étant défavorable. Donc alors à ce moment-là, je m'écroule parce que déjà le soir, je ne dors pas bien, mon sommeil il n'est pas qualitatif parce que j'ai vraiment des douleurs partout. Je me retrouve à être orientée dans le public parce que dans le privé, quand la grossesse se déroule pas très bien, bon, ben, malheureusement les maternités qui sont cotées à ce stade, c'est dans le public. Par rapport à mon employeur, et comme c'est mon lieu de travail, donc je suis mal à l'aise parce que je suis dans ma vie privée, donc je voulais maintenir quand même un cocon d'intimité autour de moi, mais bon, voilà, je ne peux pas le vivre comme ça. C'est une réalité. Donc les rendez-vous et les consultations s'enchaînent. Je fais ce que je peux. Et à ce moment-là, je suis à un stade où je ne peux plus trop cacher à mes proches ma grossesse. C'est vrai que j'avais des proches qui étaient hors du département, mais ceux qui étaient présents, je pouvais plus leur cacher. Donc du coup, j'en parle à ma sœur. Ma sœur déclenche un réseau au niveau familial sans que je le sache. En fait, elle a 4 ans de moins que moi, même si elle est à l'Hexagone, mais elle met en place un réseau au niveau de ma famille et je commence à avoir du soutien qui arrive de tous les côtés alors que je n'ai rien verbalisé au niveau de ma situation. Et ça m'aide. C'est vraiment une réelle opportunité, vraiment un soutien considérable parce que je peux me rendre à mes examens et à mes consultations tout en étant rassurée par rapport à la garde de mon enfant qui a Et 6 oui, ans. c'est ça. Et oui. Voilà, donc ça réduit déjà la charge mentale. La charge Le dire mentale. pour les mamans. Voilà, je tiens à le dire pour les mamans, ça réduit la charge mentale, pas à 100%, mais ça réduit déjà de façon considérable. Et au niveau de l'anxiété et du stress, il y a aussi une action pour essayer de résorber un petit peu. Par la suite, bon, bien sûr, il faut trouver un consensus, un compromis avec le papa qui souhaite assister aux consultations et aux examens. Donc, pareil, j'ai un réseau de professionnels de santé et de thérapeutes parce que c'est vrai que j'évolue au quotidien avec ces personnes qui sont des personnes ressources au niveau professionnel et aussi amical. Donc ces personnes, je vais et j'échange avec eux avec aisance. Et là encore, j'ai un réseau qui se place autour de moi où on m'explique les choses, voilà, pour aller entre guillemets dans un cheminement
de duo avec le papa par rapport à cette situation qui est déstabilisante et pour la maman en priorité, mais aussi le père. Donc je persiste quand même à ne pas vouloir, mais c'est vrai que ces personnes font un travail mental et intérieur avec moi afin que je puisse cheminer en ce sens. Voilà, les choses se mettent en place. Donc je suis reçue avec bienveillance et beaucoup de respect à l'hôpital, et donc mes consultations se mettent en place pour préparer et surtout m'expliquer ce qu'est une interruption médicale de grossesse. Donc, on vient à l'interruption médicale de grossesse. Tu as parlé du dépistage. Qu'est-ce qui t'a été dit lors de cette confirmation de diagnostic? Ce que je peux dire en fait, c'est qu'il manquait des moitiés d'organes. Donc il manquait la moitié du cœur et la moitié du cerveau. Par rapport à ça, la décision est déjà en collégial, c'est sûr que la décision va être prise. Donc quand je dis collégial, c'est-à-dire un staff. Donc c'est toute une équipe qui se réunit pour pouvoir se concerter et mettre en lumière une décision professionnelle voilà. Et puis même pour moi qui suis un professionnel paramédical, c'est évident que au vu du entre guillemets du préjudice que vit mon bébé, c'est clair que je ne pourrais pas pouvoir le garder auprès de moi. Pour moi, c'était évident. Et donc à partir de là, on me propose une amniosynthèse. D'accord. Donc je précise que je ne sais pas comment ça se déroule parce que je n'ai pas eu cette situation à ma première grossesse, donc j'accepte. Je me prépare moralement, mentalement, je fais appel à des thérapeutes qui me prennent en charge afin de préparer cette situation d'amniosynthèse, parce que c'est quand même un examen qui est délicat. Moi, lorsque j'ai fait cet examen, mes symptômes se sont vraiment aggravés dans la globalité. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus conduire. Je ne savais quasiment pas me lever pour aller aux toilettes de toute façon puisque je savais plus marcher. Ça m'a complètement. J'ai eu des atteintes physiques considérables. J'ai même été aux urgences 3 jours avant d'avoir l'accouchement à l'hôpital. Et lors de cet examen qui est l'amniosynthèse, ça s'est très bien passé, mais effectivement, à peine on me touchait, je sautais déjà au plafond. Donc le médecin échographiste et tout, il m'a expliqué aussi que ça démontre un fœtus pathologique. Et la myosynthèse, c'était pour permettre de confirmer... Oui, le diagnostic, oui. Oui. Alors, il faut savoir que en fonction du résultat, si c'est pas une pathologie dite grave avec comment vous dire que l'enfant n'a aucune chance de survie, voilà. Si c'est pas ce contexte, vous avez quand même le choix de ne pas avoir d'interruption médicale de grossesse. Mais dans mon cas, ce n'était pas possible. Oui, c'est ça. En fait, dans ton cas, tu n'as pas du tout été dans le cas où on t'a posé cette question-là, où on vous a posé cette question-là. Avait déjà pris la décision, en fait. C'est ça? Alors, en fait, la différence, c'est que ça m'a pas du tout été imposé, mais comme je suis professionnelle de santé et que je voyais déjà les atteintes, que je voyais déjà aussi que ce qui était possible et ce qui n'était pas possible, on ne m'a pas forcé la main, on m'a quand même aidé à cheminer au niveau de mon schéma de pensée, mais il faut savoir que l'interruption médicale de grossesse, elle vient quand même de vous, parce que vous signez le document, hein, voilà. D'accord. Et du coup, alors à ce moment-là, on t'explique comment ça va se dérouler. Oui. Est-ce que tu es bien prise en charge? Est-ce que tu es bien accompagnée à ce moment-là? Alors, je suis bien prise en charge, je suis bien accompagnée, c'est-à-dire que lorsque j'ai la consultation pour m'expliquer l'interruption médicale de grossesse, il faut savoir qu'il y a un délai légal de réflexion. On m'a donné un livret où il y a tous les textes juridiques, savoir comment ça se passe pour le congé maternité, comment ça se passe pour le congé paternité, les démarches à faire auprès de votre employeur au niveau de la sécurité sociale et de la caisse d'allocation familiale. On vous explique aussi votre statut entre guillemets juridique. Voilà, par rapport aux impôts, par rapport à la prime à la naissance. On vous donne aussi des titres de livres. Tout ça est au sein du livret. Vous avez aussi des titres de livres
que vous pouvez acheter pour vous aider, pour vous soutenir. Vous avez aussi des noms d'associations pour pouvoir vous soutenir dans le cheminement du deuil périnatal. Franchement, je trouve que avec le recul, c'est vraiment très très bien organisé. Donc j'ai eu aussi une sage-femme au niveau de l'hôpital aussi qui a bien pris le temps de m'expliquer toutes les procédures, les modalités, où j'ai pu signer mes documents, et j'ai eu aussi une consultation en génétique où on m'a bien expliqué les choses. Il y a un génosociogramme qui est fait, donc c'est une étude, une analyse de l'arbre généalogique avec les facteurs héréditaires et tout ça. Dans mon cas, il y avait rien qui indiquait la raison, mais bon, ça arrive. Voilà, tout simplement, ça arrive. Et sincèrement, avec le regard professionnel, il y avait énormément de bienveillance. Donc ça, c'est pour la partie consultation. Voilà, je trouve que même pour une personne lambda qui n'est pas formée, qui ne sait pas comment évoluer au sein de l'hôpital, il y a énormément de bienveillance. Pourquoi? Parce que c'est un accouchement qui est anxiogène et qui peut amener beaucoup de détresse émotionnelle. Les personnes peuvent paniquer, elles peuvent être vraiment renvoyées à leurs propres limites. Donc en fait, le corps hospitalier, il est vraiment formé pour que ça puisse se passer en toute bienveillance et que la mère puisse être en résilience, c'est-à-dire pouvoir trouver des ressources intérieures pour pouvoir harmoniser son atmosphère de vie, pour rester dans le positif et ne pas sombrer psychiquement ni mentalement. Donc moi je trouve que oui, c'est très bien. J'ai une question, est-ce que tu as expliqué tout ça à ta fille ou pas? Alors, ce que j'ai fait en fait, j'ai attendu quelques 2-3 semaines après avoir su que j'étais enceinte. Après, j'ai expliqué à ma fille qu'il va y avoir quelqu'un d'autre dans la famille. Je lui ai expliqué, ce sera un bébé, je ne savais pas encore le sexe, mais au fur et à mesure, je lui ai expliqué. Et après, quand les résultats sont revenus en étant défavorables, j'ai attendu encore un petit peu. Une semaine avant l'accouchement, j'ai essayé de lui expliquer avec mes propres mots pour qu'elle comprenne bien que... Parce que ce qui était bienveillant, c'est que quand je lui ai expliqué que j'étais enceinte, je lui avais dit que pour que le bébé puisse être mis au monde, il faut qu'il soit en bonne santé. Donc, quand j'ai préparé mon accouchement, je lui ai de la même manière expliqué que ce ne sera pas possible qu'elle ait son petit frère avec elle parce qu'il a eu un souci de santé très important. Donc voilà, et elle m'a dit il est monté, il est au ciel, voilà, il est au ciel et tout ça. Donc à ce moment-là, je l'ai conforté en ce sens que oui, effectivement, il est au ciel et que ce ne sera pas possible, que je suis désolée. Oui, mais elle s'est mise en position fétale. Elle s'est mise en position fétale parce que ça lui avait fait un petit peu de peine. Donc j'ai essayé de lui expliquer un peu plus, mais à ce moment-là, bon, dans ma condition de maman, j'ai fait appel à des ressources extérieures. Donc dans le cadre de massage relaxant, oui, donc cadre de massage relaxant, un petit peu de sophrologie, où on lui expliquait les choses et puis ça s'est bien passé. Voilà. D'accord, parce que ça doit pas être évident aussi cette étape d'expliquer à son enfant, d'expliquer l'inexplicable parce que c'est déjà difficile pour soi et ça doit pas être évident et c'est important aussi que tu puisses justement que tu aies pu dire que t'as su aussi solliciter des ressources extérieures pour justement t'accompagner et te soutenir dans cette démarche-là. Et donc, pour revenir à l'interruption médicale de grossesse, tu disais justement que ça t'a bien été expliqué. Et est-ce que tu peux nous en parler justement de cette interruption? Alors, donc l'interruption médicale de grossesse a duré toute une journée. Oui, donc il y a la préparation, on vous prépare comme si vous alliez accoucher normalement. J'étais dans un box toute seule, donc il y a quand même une échographie qui est réalisée pour que ce soit réalisé de façon efficiente et performante, parce que l'objectif en fait, c'est que la mère par la suite il n'ait pas de séquelles psychologiques et psychiques. C'est leur cible, c'est vraiment de préserver le psyché de la maman, parce que c'est déjà un événement qui est traumatique. Bien sûr.
avoir un accouchement où vous cristallisez au niveau émotionnel, j'espère que je serai bien comprise, avoir un accouchement où vous cristallisez au niveau émotionnel, automatiquement vous aurez des résidus psychiques. Voilà, c'est dans la continuité des choses. Donc bon, c'est vrai, j'ai eu de la morphine, j'ai eu de la Tarax, de ma vie, j'ai jamais eu autant de drogue, mais c'est pour soutenir la mère par rapport à la phase de l'accouchement, parce qu'en fait, la réalité, c'est que vous allez pousser votre bébé. Eh oui. Voilà. Et vous allez pousser votre bébé que vous savez que vous ne pourrez pas garder avec vous. Donc, il y a des personnes qui psychologiquement, psychiquement peuvent être dévastées. La réalité, elle est là. Elles peuvent être dévastées, c'est-à-dire tant au niveau moral que mental. Hein. Nous n'avons pas toutes les mêmes ressources intérieures. Nous n'avons pas non plus les mêmes ressources extérieures. Et même quelqu'un qui a une forte détermination et un fort mental, cette personne aussi peut être lésée. Donc, je sais que moi, on m'a expliqué au niveau professionnel que mon accouchement, il a duré longtemps parce que je suis sortie de la salle, il était 19h30, je suis arrivée, je pense à 8 heures. Voilà, le temps d'être préparée, 10h30 et jusqu'à 19h30. Donc j'ai beaucoup de douleurs, la péridurale, je me suis pas sentie j'ai fait un malaise vagal, mais pareil, j'ai été bien, j'ai beaucoup été écoutée, il y a eu beaucoup de bienveillance. C'est vrai que vous pouvez ressentir, moi je vais pas le cacher, hein, vous pouvez ressentir un peu de distance émotionnelle parce que vous êtes quand même entre guillemets une collègue. Et c'est vrai que par rapport à l'accouchement, ça renvoie les personnes, même si ce sont des professionnels de santé, mais ça les renvoie avec leur propre posture et leurs propres limites intérieures. Parce qu'il faut savoir qu'un professionnel de santé peut se retrouver aussi à cette place, puisque moi j'étais à cette place. Et il faut savoir qu'en salle de naissance, vous avez pratiquement que des équipes féminines. Donc c'est un contexte qui peut être anxiogène. Moi je tiens à le verbaliser, ça peut être anxiogène dans les deux parties en fait, tant dans le corps médical que paramédical, tant que pour la maman qui est en train d'accoucher et qui aurait aimé garder son bébé, mais ce n'est pas possible. Voilà, donc après j'ai quand même eu entre guillemets pléthore de praticiens hospitaliers qui sont intervenus autour de moi parce que le placenta avait du mal à sortir, il fallait refaire une écho, je souffrais énormément, donc je dirais que c'est un accouchement qui a été laborieux et épuisant, un accouchement épuisant. Voilà. Mais c'est vrai, comme j'ai expliqué, en fait, je me suis préparée psychologiquement et mentalement. Et j'expliquerai un peu plus tout à l'heure, spirituellement aussi pour mon accouchement. Donc j'ai pu quand même faire appel à mes ressources intérieures, mais c'est vrai que le corps médical et paramédical a été performant et ils m'ont bien aidé. J'ai eu des propos bienveillants, un accompagnement bienveillant, beaucoup d'encouragement parce qu'on voyait ma souffrance, parce que j'avais vraiment mal et j'étais épuisée. Voilà. C'est une question d'un point de vue organisationnel. Est-ce que tu étais dans une partie du service un peu à l'écart de d'autres mamans, ou est-ce que tu étais vraiment dans le service maternité et tu entendais des mamans, des bébés, enfin, pour savoir s'il y a vraiment quelque chose qui est prévu? Oui. Alors, il faut savoir que moi, j'ai échangé avec certaines personnes quand même avant et après mon accouchement. Donc, il y a quelques années, il semblerait que ce contexte, en fait, les gens ne faisaient pas attention et mettaient les mamans qui allaient subir des IMG, tout ça, ou même qui avaient vécu des fausses couches, à côté ou pas loin de chambres de mamans qui avaient leur bébé. Donc, ça engendrait beaucoup de souffrance émotionnelle, psychique et tout. Il y a eu beaucoup d'avancées depuis. Et donc maintenant, donc moi j'ai pu vivre ça ainsi. J'étais totalement au fond, dans une chambre seule, donc je n'entendais pas mais j'étais dans un service grossesse pathologique. Voilà. J'étais aussi dans un service de grossesse pathologique, mais même je ne croisais pas non plus de personnes en situation de grossesse parce que j'étais tout au fond. Ça a été quand même pensé pour, entre guillemets, que tu sois, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, dans les meilleures conditions pour, voilà, pour ne pas que tu sois avec des mamans qui viennent d'accueillir leur bébé, voilà, pour ne pas que ce soit des situations malaisantes, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça.
Oui, ça a été vraiment bien articulé. D'accord. Et du coup, alors, comment tu peux nous parler justement de la suite? Quoi tu t'es appuyé? Qu'est-ce qui t'a aidé à traverser ce deuil périnatal? Alors déjà, avant de rentrer à l'hôpital pour effectuer mon accouchement, en fait, j'ai dit à ma sage-femme que par rapport à mon état de santé, les séquelles et tout ça, et vu le contexte aussi de l'accouchement, que je demanderais une sage-femme à domicile. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai demandé une sage-femme à domicile avant de sortir de l'hôpital, mais en amont, je tiens à préciser que j'ai fait une préparation pré-accouchement, c'est-à-dire une connexion avec mon bébé au niveau ancestral, où je suis rentrée dans un état méditatif avec l'aide d'une thérapeute que je connais depuis quelques années, et j'ai pu visualiser et aussi expliquer avec bienveillance au niveau de cette connexion le pourquoi de l'interruption médicale de grossesse et pourquoi aussi je ne pourrais pas l'avoir à mes côtés après. Voilà, donc ça c'est au niveau spirituel, ça dépend de vos croyances et de vos valeurs. Et donc ce que je peux dire en fait, c'est que ça m'a beaucoup apaisée parce que hors de l'état méditatif, ça m'a permis aussi de redéposer les émotions, de décharger au niveau de la charge mentale, de me distancier de tout ce contexte anxiogène avec le papa, le fait que ma famille, j'ai dû prendre sur moi pour ne pas dire trop tôt que j'étais enceinte et tout ça. Et j'ai pensé à moi et à mon bébé et nous étions donc vraiment dans une connexion alignée. Voilà. J'ai pu lui parler avec bienveillance, lui présenter la situation, lui présenter les choses, verbaliser tout mon amour pour lui, vraiment m'étendre au niveau émotionnel, pour lui faire comprendre que tout n'est pas réuni pour que je puisse l'accueillir malheureusement et que j'en suis vraiment désolée, mais que en toute sincérité, voilà le contexte de l'interruption médicale de grossesse et que sincèrement je le remercie et c'est un honneur et un hommage pour moi d'avoir pu le connaître, même si je ne l'avais pas encore tenu dans mes bras. Ça s'est passé par la suite. Mais que, avec bienveillance et une totale humilité, je le remerciais de m'avoir choisi comme mère. Voilà. Et du coup, justement, tu parlais de l'avoir tenu dans tes bras. C'était ton souhait, justement, de pouvoir le rencontrer? Alors, j'ai vraiment été étonnée parce qu'en fait, ce qui s'est passé, j'avais peur. Je savais pas du tout ce qu'était une interruption médicale de grossesse dans le vécu pour moi. Et donc je me retrouve à l'hôpital au moment où j'accouche. La sage-femme, du moins les deux sages-femmes viennent et elles me demandent si je veux le voir. Donc je savais déjà que c'était un petit garçon. Et je dis oui, donc elle dépose mon fils dans mes bras. Alors je précise, j'étais épuisée, je n'avais plus de force. En ayant eu autant de thérapeutique, j'avais mal partout, donc j'étais vraiment à bout. Donc je prends mon petit garçon dans mes bras et je le bénis. Voilà, je le bénis et je me rapproche à nouveau de la spiritualité ancestrale et je manifeste tout mon amour pour lui et toute ma considération et je rends grâce aussi de le rencontrer, de pouvoir être en connexion avec lui. Par là même, je remercie aussi d'avoir l'honneur de pouvoir avoir été choisie comme maman. Voilà. C'était un moment hors du temps en tout cas. Oui, mais c'est court. C'est court. Alors donc je précise à nouveau, pour préserver les mères par rapport à leur psyché, c'est-à-dire leur capacité mentale et psychique, on ne vous laisse pas on ne laisse trop pas trop de longtemps. temps. Non, non, pas trop longtemps. À peu près 5-10 minutes. Ouais. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous parler de la suite? La suite post-accouchement, quand tu reviens chez toi, les émotions qui te traversent, comment tu traverses tout ça? Est-ce que tu es soutenue aussi par tes proches? Comment ça se passe? Alors en fait, je rentre à la maison, donc je suis épaulée parce que mon père garde ma fille 2 jours avant que j'aie accouché jusqu'à 3 à 4 jours après que j'ai accouché. Donc je suis un peu à distance pour pouvoir me reposer et reprendre des forces. Par la suite, ma mère prend le relais, donc ma fille est avec moi. Donc ma mère me donne la possibilité de rester dans sa villa avec elle. C'est-à-dire avec ma mère et ma fille. Elle me seconde pour pouvoir s'occuper d'elle et que je puisse me reposer et me réénergiser aussi
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, retrouver vos capacités physiques, morales, mentales et psychiques aussi, parce que pour être à distance de ce type d'événement, vous avez des thérapeutiques qui sont mis en place et ça vous ralentit un petit peu en fait. C'est pour préserver la sphère mentale de la maman. Et au niveau de la péridurale, j'avais des douleurs très intenses au niveau du dos. Donc voilà, et puis beaucoup de maux de tête. Donc je prends un temps pour me refaire un petit peu, ça me prend à peu près une semaine et demie, mais je précise et je tiens à le verbaliser. C'est important d'avoir une sage-femme à domicile pour au moins évaluer votre sphère mentale et voir comment vous vous remettez physiquement aussi. Parce que moi, dans mon cas, je pouvais juste faire lit, toilette, lit, toilette. Je n'arrivais pas à marcher. Après ce temps d'une semaine et demie où je me refais physiquement et tout, par la suite, intervient une réaction où je suis un petit peu mal à l'aise parce que j'ai une montée de lait, alors qu'on m'avait donné le comprimé au sein du service pour arrêter la montée de lait. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je me mets à ressasser, je commence à pleurer, je suis mal parce que déjà le fait d'avoir cette situation qui se met en place et que j'ai pas mon fils à côté de moi dans un coussin ni dans un berceau, j'ai du mal à me faire à l'idée qu'il sera pas là, que je vais pas l'entendre pleurer, je vais pas l'entendre gazouiller et je commence à avoir un profond mal-être. Donc ça dure à peu près 3-4 jours. Donc je verbalise au papa, je lui explique, je discute avec lui, je lui montre mes vêtements qui sont mouillés par rapport à la montée de lait. On en discute ensemble, ça fait comme un petit débriefing puisque bon, vous savez, les hommes et les femmes au niveau des interactions neuronales, on voit pas les choses, on ne conscientise pas non plus de la même façon. Donc ça me fait prendre un petit peu de recul, mais je ne cesse pas de pleurer. Je ne cesse pas de pleurer, ça ne change rien. Et je commence à rentrer dans une colère intérieure et extérieure en disant que je veux mon bébé à côté de moi, je veux que mon fils soit avec moi, je veux que mon fils soit là. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Donc vous voyez, je passe dans la même phase que je pense toutes les mères, alors que mon accouchement il est préparé spirituellement, mentalement, et que je suis quand même une femme qui a une belle résilience intérieure, mais les choses sont ce qu'elles sont, la maternité et la maternité. Donc par la suite, je prends contact. Donc ce que je fais, je m'hydrate, je ne sais pas ce qui se passe, je n'avais aucune connaissance à ce sujet à ce moment. Ces connaissances viennent par la suite, bien à distance de mon retour à la maison. Donc je ne sais pas ce qui se passe, je commence à boire énormément d'eau tous les jours. Je commence à boire énormément d'eau tous les jours. Je m'hydrate. Et par contre, au niveau des apports alimentaires, je mange très peu. Je me concentre sur l'hydratation. Et en fait, en me concentrant sur l'hydratation, je contacte pourquoi je précise, c'est parce que ma mère souvent me faisait des repas, des soupes, des choses comme ça, et je refusais parce que mon besoin prioritaire, c'était de m'hydrater. Je ne sais pas, quand je suis revenue, j'avais une sécheresse, je me sentais souvent en manque d'hydratation. Donc après, je prends contact avec une connaissance amicale qui est cette thérapeute qui m'avait préparée pour mon accouchement. Donc il y a quand même eu une systémie, elles étaient deux, et donc du coup je lui explique la situation et nous discutons ensemble pour mettre en place le même type de soins de spiritualité ancestrale, mais en allant aussi vers une thérapie qui est centrée sur le féminin. Voilà. Donc à partir de là, je commence à me stimuler en me disant bon, tu es maman d'un premier enfant qui a 7 ans, elle a besoin de toi. Il faut vivre le deuil périnatal avec ce que tu représentes, c'est-à-dire une positivité et une résilience en harmonie de vie. J'avais un très bel entre guillemets agenda, un beau cahier rose fuchsia, et je prends ce cahier et je commence à écrire. Donc on appelle ça du journaling, et je fais du journaling toute
la journée. Voilà, je bois, je m'hydrate. Les émotions qui te traversent. Voilà, je libère. Donc l'écriture de guérison, c'est en vers. Donc je libère, je conscientise, je fais des méditations, voilà. Et puis après, je discute à nouveau avec ma sage-femme qui vient à domicile et je lui demande d'évaluer où j'en suis, comment elle me trouve au niveau mental et psychique et psychologique. Et nous discutons ensemble. Et elle me dit aussi qu'effectivement, comme m'avait expliqué mon père, qu'il y a une association pour le deuil périnatal, mais qu'elle me voit bien, mais de me rapprocher de cette association. Est-ce que tu pourrais donner le nom de l'association, justement? Alors, ces étoiles en ciel. Donc, ces étoiles en ciel, c'est sûr, cette association a un compte Instagram. Donc, alors, pour la Guadeloupe, vous avez une association. Nommons-nous? Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Ouais, pour la Guadeloupe, c'est ça. Pour la Guadeloupe, vous avez cette association, mais pour nous à la Martinique, puisque je suis à la Martinique, c'est étoiles en ciel. Et donc pour la Guadeloupe, il y a un compte Insta, et pour la Martinique, les étoiles en ciel a aussi un compte Instagram. Donc ce que j'ai fait en fait, comme je suis quelqu'un qui évolue beaucoup dans la pharmacopée caraïbéenne, donc tout ce qui est plantes de la Caraïbe pour tout ce qui est état de santé, le psychique, se réénergiser, se purifier, voilà, les bains rituels au niveau de la spiritualité. Donc en fait, j'évolue aussi beaucoup avec les huiles essentielles. Donc je demande à ma sage-femme, est-ce qu'elle a des huiles essentielles qu'elle peut me recommander. Et elle m'oriente vers l'aromathérapie spécifique pour le deuil et les hydrolats. Donc, je mets en place ce budget et quand je suis prête physiquement avec son accord et que je peux recommencer à conduire, je fais en sorte d'harmoniser mon atmosphère de vie et d'avoir tout ce protocole pour mon hygiène à mes côtés. Et à partir de là, je commence mes rituels, je commence mon harmonisation, je commence ma conscientisation du cheminement du deuil périnatal et je continue mon journaling, je positionne avec affirmation pour les méditations et j'ai comme support l'aromathérapie et la phytothérapie. Et puis par la suite, je me rends chez cette connaissance amicale pour refaire un soin à visée spirituelle ancestrale pour pouvoir traverser avec bienveillance et humilité le cheminement du deuil périnatal et à partir de là, je deviens autonome. Et là, à ce moment-là, c'était combien de temps après l'interruption? À peu près 3 semaines. D'accord, donc c'était quand même relativement proche, hein? Oui, parce qu'en fait, j'étais en train de perdre pied. J'étais en train de perdre... Tu sentais que tu glissais. Oui, parce que je n'entendais pas mon fils. Je voyais des montées de lait, je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi ça m'était arrivé. En fait, tu étais en postpartum et je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait et pourquoi il a vécu ça. Donc j'avais besoin de conscientiser et donc on a mis en place pareil un soin comme celui avant l'accouchement. J'ai eu recours à une thérapeute qui m'a permis de me reprogrammer au niveau neuronal. Et puis j'ai pu suivre aussi des comptes Instagram qui développent, qui partagent des infos sur la spiritualité caraïbéenne et les soins ancestraux. Et j'ai mis en place autour de moi une harmonisation corps-esprit-âme. Voilà, avec des méditations, de l'aromathérapie, tout ce qui est huile essentielle et la pharmacopée caraïbéenne. Voilà. Et tout ça, ça t'a aidé justement à traverser cette douloureuse étape du deuil périnatal. Oui, oui. Et justement, est-ce que tu penses que les mères sont bien accompagnées pour traverser justement ce deuil périnatal? Par rapport aux associations de deuil périnatal, moi je trouve que oui. C'est très très bien. Franchement, alors pour nous en Martinique, cette association, elle propose des ateliers d'art-thérapie. Elle propose des ateliers, c'est-à-dire des événements de massage. Bon, bien sûr, les places sont limitées. Il y a des apéros papa, donc les hommes sont seulement présents. Il n'y a pas de maman. Je crois que c'est tous les trimestres, une fois tous les trimestres. Il y a aussi des groupes de parole, donc il y a que les mamans, et je crois que c'est une fois par mois. Voilà, en général le soir à 18h30.
avec une psychologue. Et puis vous avez aussi des dossiers de fonds de solidarité pour pouvoir avoir des prises en charge au niveau psychothérapie. Et concernant les frais funéraires par rapport au bébé et tout ça, vous avez des dossiers que vous pouvez constituer. Donc de ce côté-là, moi je trouve que c'est très très bien. Donc il y a quand même cet espace qui existe justement pour Oui. accompagner les parents endeuillés. Oui, donc ça c'est au niveau de la Martinique. Au niveau de la Guadeloupe, je pense qu'il faut se renseigner, mais qu'il y a aussi les mêmes Oui, au niveau de dispositifs la au niveau Guadeloupe, oui, l'association Normando, elle est aussi très oui, présente et voilà, ce que tu nous as ouais, présenté concernant les ateliers, c'est à peu près similaire aussi et c'est oui, vrai que heureusement qu'il y a ce type d'association qui permettent justement d'avoir cet espace pour les parents endeuillés parce que finalement le deuil périnatal, ben, dans la vie de tous les jours, on a l'impression que c'est un sujet dont personne ne veut parler, comme si, enfin, si on en, ouais, c'est vraiment un sujet tabou. Les proches ne savent pas comment en parler, et c'est vrai que je trouve que vraiment ça a le mérite. Heureusement que ces associations existent pour justement oui, que cet espace existe. Et avant oui, qu'on ne pour termine, parce libérer. que c'est vrai qu'on arrive presque à la fin de notre échange, je voulais savoir justement concernant la société. La société, quel regard que tu as? Est-ce que tu as ressenti un regard particulier par rapport à ta situation? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des remarques un peu malaisantes, par exemple de personnes qui savaient que tu étais enceinte et après qui te posaient des questions sur la suite, enfin? Alors au niveau familial, moi ce que je peux dire, c'est que c'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas formé d'être bienveillant. En fait, ces personnes, elles vont avoir tendance à vous dire ah oui, mais oublie ça, c'est un mauvais souvenir, tu mets ça derrière toi et tu avances. Mhm. Voilà. Alors personnellement, et ce que je souhaite verbaliser pour les autres femmes, c'est que ce n'est pas un événement, un mauvais souvenir et puis on avance. Vous avez eu un bébé. C'est vous qui connaissez votre relation et votre connexion avec ce bébé. Et ce cheminement vous appartient. C'est à vous de savoir si vous voulez régulièrement parler de votre enfant dans le cercle familial, si vous voulez oublier, ou bien si vous voulez, parce que moi j'ai fait une petite cérémonie ancestrale, ou bien si vous voulez faire un hommage ou faire une petite cérémonie, et puis après, bon, vous reprenez votre cheminement de vie et votre vie se déroule avec des petites pensées et c'est tout. Ça, c'est un choix personnel. Mais moi, en fait, ce que je conseille, c'est de ne pas accepter que l'on vous mette dans des non-dits ou dans une situation de silence. Ça, c'est pas Mhm. quelque chose à accepter parce que ce n'est pas bienveillant vis-à-vis des mères. Nous avons besoin de Mhm. verbaliser, nous avons besoin d'affirmer notre statut parce que moi, j'ai pu rencontrer des mères qui étaient dans cette situation. Nous avons besoin d'affirmer ce statut d'avoir eu un enfant, c'est-à-dire une maternité. Voilà. Mhm. Donc j'espère pour certaines et toutes bienveillantes parce que bon, l'interruption médicale de grossesse, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Vous pouvez pas choisir. C'est une situation et puis de fait, et on n'y peut rien. Mais ça n'empêche pas que la grossesse, la maternité puisse être bienveillante, que vous accueillez votre enfant avec amour, paix, joie et qu'il soit libéré parce que effectivement l'issue ne peut pas être favorable. Mais n'empêche Mhm. qu'on ne peut pas nier votre maternité, on ne peut Statut pas de nier non mère. voilà, on ne peut Mhm. pas nier non plus par exemple moi je l'ai nommé, il a un nom, il a un prénom, il est sur mon livret de famille, voilà. Mhm. Les choses sont actées et ça la société elle doit le reconnaître. Le cercle Mhm. familial doit respecter cette harmonie que vous mettez en place pour pouvoir cheminer avec bienveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis aussi du papa si vous êtes accompagné et vis-à-vis aussi de la fratrie parce qu'il y a une résonance. Il y a une résonance émotionnelle et une résonance holistique. À partir de là, tout peut être entendre, hein, par contre, mais avec bienveillance. Pourquoi? Mhm. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être des fois vouloir vous bousculer parce que ça les renvoie à leur propre peur, Exactement. ça les renvoie à leur propre cheminement. Pourquoi je vous dis ça? C'est que moi j'ai fait un live j'ai fait un live au mois de mars sur Instagram qui a duré 1 heure et demie avec un thérapeute qui est sur l'Hexagone et je l'ai diffusé.
sur pas mal de canaux par rapport au deuil périnatal, le cheminement spirituel, la résilience et les perspectives d'évolution. Et il y a des femmes qui sont entrées en contact avec moi via mon WhatsApp pour me dire oui, tu sais, j'ai vécu ça, tu te rends compte, je l'ai vécu tant de fois, ce que tu as dit, ça m'a fait du bien. Voilà, donc en fait, ce que je veux expliquer, c'est que votre cheminement vous est propre. C'est à vous de vous réapproprier votre maternité, qu'elle ait été, entre guillemets, finalisée ou pas. Ça, ce sont vos croyances et valeurs personnelles, mais personne ne peut vous empêcher de vivre avec bienveillance et harmonie votre maternité. C'est quelque chose qui est personnel et ça vous appartient. Voilà, le deuil périnatal, il se vit, mais il faut qu'il soit vécu sur nos départements et bien sûr à l'international avec bienveillance et amour. Voilà, c'est le Et plus c'est important, je important. trouve que c'est important que tu soulignes sur nos départements parce que on connaît cette figure de la femme potomitan qui doit tout traverser et qui doit se montrer forte quelle que soit et ne pas exprimer d'émotions et ne pas forcément montrer ses fragilités. Et je trouve que justement chez nous, ça met une pression folle. On a le droit d'être, quand on traverse des périodes difficiles, on a le droit d'exprimer un mal-être, on a le droit d'exprimer des émotions et on a le droit d'en faire ce qu'on veut. Et c'est pas en parlant qu'on va rester forcément dans une négativité ou il y a beaucoup de personnes qui pensent de l'extérieur que il faut plus en parler, comme ça on passe à autre chose. Je pense que c'est important de respecter le souhait de la personne qui traverse, qui est la plus à même de savoir ce qui est bien pour elle ou pas. Oui, c'est ça. Et donc voilà, ces mamans souvent sont enfermées dans ce type de silence. Et je tiens à préciser que c'est dévastateur et ce n'est pas le but recherché. Parce que en parlant de l'enfant, en verbalisant, en libérant la parole, vous lui rendez hommage. Voilà. Exactement. Mais justement, Tatiana, je te remercie pour cet échange. On arrive à la fin de cet échange. Je voulais juste te poser une petite question avant de passer à la signature. Comment tu te sens actuellement? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton état actuel, émotionnel? Je me sens très bien parce qu'en fait, ce qui s'est passé quand j'ai commencé à faire pas mal de journaling au sein de cet agenda où je libérais, j'ai décidé d'enclencher ma capacité de résilience, c'est-à-dire de rendre hommage à mon fils en me développant et en mettant en place mes projets professionnels et mon ambition professionnelle pour lui rendre hommage parce que il m'a donné une capacité de résilience et une détermination. Et jour après jour, c'est ce que je mets en place. J'ai toujours une pensée pour mon fils. Alors il y a des parents aussi qui vont échanger, dialoguer avec leur enfant en pensée. Voilà, qui auront toujours une petite pensée pour lui, quand ils vont avoir des activités ou autres, voilà, il y a un certain échange, ça c'est pareil, c'est par rapport à vos croyances et valeurs. Moi, je manifeste dans mon quotidien et dans ma vie par rapport à mes projets, en rendant hommage à mon fils par rapport au fait que j'ai eu l'honneur d'être choisie par lui pour être sa maman. Donc j'en suis très fière et très heureuse. Et puis je mets aussi en place des conférences pour expliquer à la population le cheminement du deuil périnatal au niveau spirituel aussi. En tout cas, Tatiana, merci pour ton témoignage précieux, merci pour tes mots, pour ta puissance. Et je pense que ce témoignage, il y a beaucoup de femmes, des femmes qui traversent le deuil périnatal, je pense qu'elles se reconnaîtront et je pense que ça leur donnera aussi de la force pour traverser cette étape et merci pour ça infiniment. C'est vrai que tu m'avais contacté et tu m'as proposé justement ce témoignage et tout de suite j'ai évidemment accepté et je t'en remercie vraiment infiniment. Merci pour ta bienveillance, pour tes mots, pour tout. Et avant qu'on ne termine cet échange, je souhaiterais que tu puisses te décrire en 3 mots s'il te plaît. Alors j'ai juste une petite chose à rajouter, est-ce que je peux? Bien sûr. Alors moi, ce que je voudrais dire aux mamans, c'est quelle que soit l'atmosphère familiale ou autre qu'il y a autour, il faut pas hésiter à rendre hommage à votre enfant si vous le désirez, bien sûr, avec des fleurs, une petite bougie, une petite musique, ou même faire une petite cérémonie en toute intimité avec des amis ou même seul. Faut pas hésiter. Il y a aussi des techniques où vous pouvez aller à la plage ou à la rivière et vous libérer en verbalisant et en exprimant vos émotions et en parlant à votre enfant.
Je tiens à dire aussi qu'au niveau de notre pharmacopée caribéenne, il y a une plante qui a une visée féminine, donc c'est la tumo, donc lavande dite rose. Sur la guada, on dit plus les larmes de la Vierge. Donc vous pouvez vous rendre auprès de cette fleur et déposer votre émotion quand vous l'accueillez en remerciant et mettre en place vos intentions par rapport à votre enfant et un état méditatif et l'utiliser comme support à visée spirituelle d'élévation pour tout ce qui est féminin pour pouvoir vous réharmoniser sur votre cheminement de vie. Merci pour tous ces tips. Merci infiniment, Tatiana. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux du coup te décrire en 3 mots, s'il te plaît? Alors, me décrire en 3 mots, donc résilience, bienveillance et harmonie. Écoute, on va s'arrêter sur ces 3 mots. Merci encore pour ce bel échange et puis à très bientôt. On te souhaite tout ce qu'il y a de beau pour tes projets. On te souhaite tout ce qu'il y a de beau. Et puis à bientôt, Tatiana. Merci, à bientôt. C'était l'épisode 24 de Bicafam. Je ne remercierai jamais assez Tatiana qui a souhaité témoigner pour que d'autres parents qui traversent cette douloureuse épreuve puissent se reconnaître. J'ai une profonde pensée pour tous les parents et les proches endeuillés. Cet épisode est un hommage à toi, Mathéo, qui restera à jamais dans nos cœurs. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines. Prenez soin de vous.